Salut la famille, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Voilà, on se dimanche fin d'après-midi, début de soirée, on se fait notre petit live comme d'habitude sur le débrief du match Guingamp-Paris Saint-Germain. On va dire un petit peu ce que vous avez pensé, je vais lire un petit peu vos commentaires, savoir comment vous avez appréhendé le match, comment vous l'avez vécu avec ces deux parties, ces deux mi-temps tout simplement un petit peu bizarre, voilà, à l'opposé même, limite, on pourrait se dire. Il y a plusieurs facteurs qui ont joué, on va en discuter, et puis on finira par une petite page mercato comme on fait d'habitude. Et pour commencer, on va commencer déjà par l'intro. A tout de suite. Voilà. Allez, je vais commencer par vous saluer comme d'habitude. Voilà, je vois que ça y est, vous commencez à arriver. Alors, salut Romain, salut Polo, comment vas-tu? Salut Jean-Pierre, salut Franck, comment vous allez bien? Voilà, ça y est, vous commencez à arriver. Je vois que vos messages commencent à défiler. Voilà, j'aurai la tête dans cette direction-là, c'est pour lire vos commentaires évidemment. Puis quand je parlerai, j'essaierai de vous regarder le plus possible comme d'habitude. Salut Christophe, comment ça va? Salut Kylian. Marre d'être spectateur, maintenant je participe. Bah c'est très bien Kylian, moi ça me fait plaisir que tu participes. Salut Niakate, salut Ragnar. Donc comme vous avez pu voir, hein, j'ai remis au goût du jour le côté un petit peu plateau. Voilà, c'était sympa. Je trouve que c'est pas mal de remettre ça pour vous déjà, pour que vous puissiez apprécier un petit peu plus. Donc voilà, je vais commencer par déjà vous poser la question. Alors qu'est-ce que vous avez pensé du match Guingamp-Paris Saint-Germain? Il y a eu deux teintes quand même, hein. Il y a eu la première mi-temps et la deuxième mi-temps qui étaient quand même à l'opposé. La première mi-temps, on a eu énormément de mal. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Je sais pas ce que vous en avez analysé à froid, puisque là, on n'est plus à chaud. Hier, à chaud, j'étais un petit peu remonté au début. Mais voilà, à froid, réellement, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, première mi-temps où, on va dire, nos milieux ont pris le bouillon. Voilà, pour moi, c'est un peu ça, hein. Ils ont pris le bouillon. Alors, savoir pourquoi, comment, peut-être la jeunesse. Voilà, les titis, ils ont besoin de jouer, certes, mais on l'a bien vu sur une équipe de Ligue 1, pas forcément de haut de tableau, mais ultra motivée, comme toutes les grosses équipes contre le Paris Saint-Germain. On a vu tout de suite la différence, on a vu que il manque quelque chose. Voilà, il y a une case à franchir encore, que nos titis n'ont pas encore franchi. Voilà, ça nous remet aussi, nous, supporters, ça nous remet un petit peu les pieds sur terre, en se disant, voilà, on n'a pas non plus, on a des très bonnes pépites, on a des très bons joueurs en devenir, mais on est encore très loin du niveau que la rigueur de la Ligue 1 exige, déjà, parce qu'on parle de la Ligue 1, on parle pas d'une Ligue des Champions, d'une Europa League ou n'importe quelle autre équipe, notre championnat ou autre coupe, mais on voit quand même qu'il y a, voilà, il y a encore une marche à franchir. Voilà, pour nos titis, il faudra les laisser prendre un peu de temps de jeu de temps en temps, mais pas, voilà, c'est clair que pour de l'enchaînement, on voit qu'ils sont pas prêts. On a vu d'ailleurs tout de suite la différence avec l'entrée d'un Kylian Mbappé qui lui était en des années-lumière, hein, en termes de niveau. À lui tout seul, il a étincelé l'équipe, par sa façon de jouer et tout. Enfin, on en reparlera. Allez, je vais commencer par lire un petit peu vos commentaires. Cyriel qui nous dit première mi-temps horrible, mais la deuxième mi-temps, je me suis régalé. Ouais, moi aussi, pareil. Philippe, merci. En deuxième mi-temps, Céline qui nous dit première mi-temps horrible, hormis Buffon, et seconde mi-temps très bien, même mieux. Ouais, c'est vrai qu'il faut souligner Buffon exceptionnel sur la première mi-temps. Enfin, il nous sauve, mais les parades, voilà, c'est ça qu'on attend. Pour ceux qui disaient encore Buffon, il est trop vieux, qu'est-ce qu'il fait au Paris Saint-Germain? Vous avez la réponse. Là, ce genre de parade-là, il n'y a qu'un joueur comme Buffon qui est capable de la faire. C'est impressionnant. C'est une réactivité impressionnante. C'est du réflexe. Ce réflexe-là, tu l'acquiers au fur et à mesure des années d'expérience. Tu l'acquiers pas à l'entraînement, ça c'est clair. Non, t'as rien loupé, Kevin. Tu vois, je viens de commencer. On vient à peine de commencer à débriefer. Comment ça va, James? Jarko, l'équipe était trop jeune. Oui, non, c'est clair. Après, on va pas non plus taper sur Emery. Sur Emery, trop l'habitude. Hein. On va pas non plus trop taper sur Tourelle. Tourelle, moi, je trouve qu'il a fait un coaching exemplaire. Là, pour une fois, on a eu ce qu'on appelle un coaching gagnant, avec en deuxième mi-temps, un changement clé. Mbappé qui rentre et qui fait tout de suite la différence, et aussi, si vous avez pu voir, un changement de système par la même occasion. Alors hier, j'étais un petit peu après discussion avec Giles, un ami à moi,
Moi, pour moi, le changement, il avait été opéré, c'était en 3-4-3. C'est comme ça que je l'avais ressenti. Et en fait, en analysant mieux, bah oui, en fait, c'était un 4-2-3-1 ou une sorte de 4-4-2 en losange, mais plus un arbre de Noël, quoi, un 4-2-3-1. Et ça a fait toute la différence. Voilà, ça a fait toute la différence. Changement de système, changement de joueur, un joueur de top niveau. On a vu tout de suite la différence. C'est ce qui a fait le boulot. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que le but est valable ou pas? Bah, lequel tu me parles? Si c'est celui en première mi-temps des Guingampais, est-ce qu'il y avait faute ou pas? Honnêtement, je vais essayer d'être le plus neutre possible. Pour moi, il y avait penalty. Enfin, il y avait, ouais, non, il y avait pas, non, c'était quoi? Non, il y avait faute non, excusez-moi, il y avait une faute qui a empêché un but. Voilà, après la vidéo, qui a été refusée pour faute. Et pour moi, la faute, elle est vraiment très très légère, très 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 légère. Il y aurait eu but. Il aurait sifflé pour le but, pour le 2-0, hein, pour les Guingampais. Franchement, ça aurait pas fait un scandale. Ça aurait été, voilà, ça aurait été aussi bien jugé. Voilà. Après, il y a contact. Il y a contact, comme on dit, contact, il y a faute. Maintenant, c'est pas non plus un attentat. On voit aussi que le joueur, quand il tombe en avant, il est dépassé par le ballon avant même qu'il tombe. Donc, dans un sens, voilà, les deux pouvaient se siffler. Enfin, c'est mon avis, hein, ce n'est que mon avis, évidemment, je peux me tromper. Allez, je reviens vers vous. Neymar doit jouer plus souvent en 10. Comment ça va, Giovanni? J'espère que tu vas bien. Yvan Pastore joue avec sa nouvelle équipe AS Roma. Bah tant mieux pour lui, voilà, bonne route pour lui. Salut mon mamar, comment vas-tu frérot? Soufiane, faut des matchs comme ça pour que les Titi prennent confiance, pouvoir assurer par la suite. Donnons le temps et faut pas s'imaginer avoir des Avengers dès le début de la saison. Exactement, tu as tout dit. Voilà, Soufiane, tu as tout dit, effectivement. Faut pas non plus trop leur en demander. On a bien vu qu'il y avait une certaine limite. On a bien vu qu'il y avait un niveau à franchir encore pour nos Titi. Voilà, sur le match là, c'est des matchs où ils doivent apprendre. Alors, le problème, c'est qu'il y a trop de Titi. On a besoin aussi de nos cadres. Et nos cadres n'étaient pas là. Cavani n'était pas là. Mbappé, il est rentré en cours de match. Verratti n'était pas là. Donc voilà, vous voyez, il y avait quand même des joueurs importants qui manquaient aussi dans le cœur du jeu, quoi. Salut Gus, comment ça va? Christophe qui nous dit salut à toi frérot. Chris, Kanté vient ou pas? On en reparlera après. Dani, pourquoi Ensoki n'était pas à gauche à la place de Dogba? Ensoki est bien meilleur, je comprends pas. Ensoki, c'est pas son poste, hein, le côté gauche à l'origine. Maintenant, il dépanne, il apprend aussi. Le problème, c'est quand on fait quand on a un effectif aussi important avec les Titi, on peut pas non plus après match, parce que ça c'est une analyse qu'on fait après match. Oui, Ensoki était meilleur, donc il aurait dû être titulaire. Non, si le coach a décidé que c'était Dragba et que c'était pas Ensoki, c'est qu'il avait des raisons, que ce soit à l'entraînement, voilà, il y avait forcément des raisons. Nous, on réagit après coup, et après coup, oui, on dit pourquoi il a fait ci, pourquoi il a fait ça, pourquoi il a pas fait ci, pourquoi il a pas fait ça. C'est normal, mais avant le match, il y a des décisions à prendre. C'est un coach, il les prend, et puis après, gagnant ou pas gagnant, ça dépend. En attendant, il a rectifié le tir pendant le match. À la deuxième mi-temps, il a rectifié le tir. On a vu du vrai coaching. On a vu des remplacements dès la deuxième mi-temps. On a vu des remplacements à la 60e minute. Et on a vu tout de suite une évolution dans le jeu. Et c'est ça qu'il fallait prendre en considération sur ce match-là. C'est pas la première mi-temps nous sert à comprendre que voilà les Titi sont un peu justes encore pour la Ligue 1 en tout cas. Ils sont un peu trop justes. Faudra leur donner du temps de jeu. Faudra prendre un peu de patience. Et ça, ce sera le travail de l'entraîneur, donc de Tourelle, de bien gérer justement cet effectif de Titi qui demande à jouer. Faut pas oublier qu'on n'est pas encore à la fin du mercato. Il peut y avoir aussi des Titi qui vont partir en prêt. En général, ça se dessine toujours les 2-3 derniers jours du mercato où les Titi partent en prêt. Une fois que le mercato il est un petit peu réglé. Voilà. Le tirage de la Ligue des Champions, je crois que c'est tout à la fin du mois. À la fin du mois, dans les derniers jours, je crois, le 30, je crois. Vu que c'est pas... Alors, Gus qui nous dit, vu que c'est pas mercato, saison blanche, ou pas pour Marco, précoce, réel, ou on nous cache une rechute. Alors, je sais pas si on nous cache une rechute pour Verratti. Ce que je sais, c'est que Verratti c'est un élément clé du système de jeu que veut travailler Tourelle, et je pense que étant donné qu'on a la Ligue des Champions qui arrive à partir de septembre,
il veut peut-être pas prendre de risques avec ses cadres. Et sur les premiers matchs qu'on a là actuellement pour le mois d'août, c'est pas des matchs à grands enjeux. Enfin, c'est pas des grosses équipes. On joue pas une équipe européenne. On joue pas non plus Monaco. On joue pas non plus Lyon ni Marseille. Donc, il y a pas besoin de prendre des risques de grosses blessures pour des joueurs qui sont un petit peu fragiles en ce moment. C'est la reprise. Même si Marco Verratti s'est pleinement entraîné, il a aussi un nouveau gabarit. Peut-être que ça lui a compliqué au niveau fragilité aussi. Il faut peut-être qu'il se renforce. Vous savez, c'est un changement physionomique comme il a pu changer, même si c'est pas grand chose, c'est quelques kilos, mais pour des joueurs de foot professionnels, c'est quelques kilos, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'intensité, beaucoup de fatigue, et peut-être qu'il accuse un petit peu le coup et qu'il le ménage, c'est aussi possible, ça, c'est une gestion encore d'entraîneur. À Tourelle de surtout pas faire la bêtise, de faire comme on a vu sur d'autres entraîneurs dernièrement, de tirer la corde sur des joueurs qui sont susceptibles de se blesser. Même si le joueur a terriblement envie de jouer, il faut savoir les freiner un petit peu les joueurs. Le 30 août exact le tirage de la Ligue des Champions. Voilà, merci Christophe qui nous confirme. Gus qui nous dit ok, notre Matador sera de retour quand? Normalement il devrait revenir dans les prochains jours, hein. Il devrait bientôt se rentraîner avec le groupe, il devrait avoir fini les soins bientôt, donc je pense qu'on peut le voir, on peut s'attendre à le voir Edinson Cavani sur la prochaine journée, si ce n'est celle d'après, voilà, tout simplement. Enfin, en tout cas, c'est d'après ce qu'on voit sur son retour, les rumeurs de retour et tout, c'est plus dans cette zone là qu'on se dirige. Yus qui nous dit beaucoup de rumeurs sur Rabiot. Effectivement, il y a beaucoup de choses sur Rabiot en ce moment. On invente même apparemment des refus. Alors, il y en a peut-être eu, mais alors de là à dire il y a eu 3 refus en une semaine, faut arrêter un peu les conneries. C'est pas vrai. Évidemment que c'est pas vrai. Rabiot, il a pas refusé 10 prolongations, c'est sûr. Boubacar qui nous dit je regarde très souvent vos lives, meilleurs différés et vos tweets avec la source. Vous faites un excellent travail. Merci à toi. Merci beaucoup Boubacar, merci à toi. Nicolas, salut. Alexandre, j'ai pas confiance au nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain. Moi, je lui donne pleine confiance, étant donné que de toute façon, on peut pas juger tant qu'on n'a pas fait au moins une saison complète, de voir sur qui on est tombé en Ligue des Champions, jusqu'où on a été en Ligue des Champions. L'histoire des tirages, tout ça, ça joue sans jouer. Je veux dire, on a eu un entraîneur qui a eu le Barça et le Real pendant 2 ans, bah on a fait échec et échec. Maintenant, si on arrive à avoir une équipe plus faible, bah, peut-être qu'on passera. Peut-être qu'on passera même pas, on sait pas. Peut-être qu'on va tomber sur les mêmes équipes et cette fois-ci on passera. Donc vous voyez, il y a plusieurs schémas. Maintenant, chaque entraîneur a eu sa chance avec le Paris Saint-Germain. Je parle de Emery, je parle de Laurent Blanc, etc. Parce qu'on a tendance beaucoup à faire de comparaisons avec ces entraîneurs-là. Et moi j'ai envie de dire, voilà, chacun a eu sa chance avec son effectif, ses choix de joueurs aussi, puisque chaque entraîneur a toujours pris 1 ou 2 joueurs sous sa coupe et tout ça. Donc voilà, chacun a eu son expérience, chacun a eu sa chance. Maintenant, c'est la chance de Tourelle, faut lui laisser le temps. On va pas juger dès les 2, 3, 4, 5, 6 premiers matchs, même la première défaite, on ne sait pas quand est-ce qu'on l'aura. Si on l'a, on ne sait pas. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que le Paris Saint-Germain, de par sa direction avec le Mercato, travaille énormément en coulisses, fait les bonnes choses et des bons choix pour le Paris Saint-Germain. Jusque-là, on ne peut pas être déçu. On a eu Buffon, on a eu Kerrer. Voilà, 2 choix qui peuvent paraître bizarres quand on les a en tout début de Mercato. Mais quand on regarde un peu notre équipe, notre effectif actuel, on se rend compte que c'est très intelligent. C'est des choix très intelligents, que ce soit marketing comme que ce soit pour l'avenir. Donc ils jouent sur les 2 tableaux et moi je trouve ça vraiment très intelligent. Mais on va en discuter un petit peu après. On a vu avec la première mi-temps le manque de Verratti, Rabiot toujours nonchalant. Verratti n'y était pas. Mais en tout cas Rabiot, oui, c'est vrai que la première mi-temps il a été dégueulasse. Il a loupé beaucoup de choses. D'ailleurs je voulais vous poser la question, qu'est-ce que vous avez pensé de Di Maria? Parce que moi j'ai mon avis sur Di Maria, sur le match qu'il nous a fait hier. J'aimerais lire un petit peu vos avis sur Di Maria, savoir comment vous l'avez trouvé vous. Voilà, ça, mais en toute objectivité. Voilà, je vais essayer voilà, de l'être aussi. Mais voilà, à froid, comment vous analysez un petit peu le match que nous a produit Di Maria? Voilà, ça c'est la question que je vous pose. Donc je vais répondre, je vais déjà lire vos réponses et après je donnerai mon avis. Di Maria, je ne l'ai pas trouvé très bon pour Jarko. Laurent qui nous dit on n'entend plus parler du fair play financier. Comme on dit, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Hop.
je regarde. Salut à toi Sonia. Di Maria mauvais comme en première partie de la saison dernière. Voilà, tu l'as trouvé mauvais toi aussi. Di Maria fidèle à lui-même, irrégulier. Redouane, ça je suis énormément d'accord avec toi là sur le coup. Maxime qui nous dit il souffle le chaud et le froid. Di Maria pas bon pour Seb. Di Maria match correct pour Matt. Tini qui nous dit Di Maria je le trouve impliqué. Di Maria joue pour sa gueule souvent pour Yus. Pas mal mais beaucoup trop de gâchis pour Jordi. Ryan qui nous dit Di Maria joue perso, il ne voit que les buts dès qu'il a le ballon et ça ne court pas. Donc voilà, quand je regarde un petit peu ce que vous dites, fatigué, nonchalant, à chier, désolé. Donc voilà, je vois que vous êtes assez d'accord là-dessus sur le fait qu'il n'est pas bien joué hier. Évidemment, je préfère qu'on analyse le match d'hier, pas l'ensemble de ce qu'il a fait sur les 2-3 derniers matchs. Évidemment, juste match par match. Pour le match d'hier, moi j'ai trouvé que Di Maria, il a manqué de leadership parce que c'est des joueurs. Di Maria, il a un certain âge, il a connu des grands clubs, il a connu quand même le Real, il a connu quand même United. Aujourd'hui, il connaît le Paris Saint-Germain. C'est pas un petit joueur, c'est un joueur qui a beaucoup d'expérience. Il a gagné la Ligue des Champions aussi, donc il fait partie des joueurs capables de donner du leadership sur une équipe surtout qui est jeune comme on a eu hier. Et je trouve que la première mi-temps c'est le symbole du fait qu'il ne montre aucun leadership. C'est pas le... Voilà, on a vu que Neymar hier, même en première mi-temps, il a été vraiment sevré de ballon. Mais il essayait, dès qu'il avait le ballon, il essayait de faire 2-3 dribbles et essayait de mettre en condition les autres, ses partenaires. Di Maria, voilà, il a été souvent à contresens par rapport aux passes. Les passes étaient mal ajustées. On l'a vu pas forcément sur le repli défensif comme il fallait. Il donnait pas de consignes. Et ça, c'est ce qu'on attend d'un joueur de son calibre aujourd'hui. Quand tu veux rester dans un effectif qui va être jeune comme celui du Paris Saint-Germain, je trouve que ce genre de joueur-là doit montrer sur ce genre de match-là qu'on peut compter sur lui comme un second capitaine. Voilà, qui soit capable de diriger un peu, un petit peu les plus jeunes, tout simplement. Il l'a pas fait. Et donc la première mi-temps, il a été moyen, plus que moyen, même bof, très bof. Et deuxième mi-temps, Mbappé qui revient, Neymar qui se remet en selle avec lui. On voit tout de suite une cohésion beaucoup plus importante. Et puis tout de suite on voit Di Maria un petit peu plus en jambes, qui va être plus percutant, qui va être plus dans le jeu, qui va tenter justement de se montrer pour être avec le duo Neymar-Mbappé qu'on sait qui sera intouchable cette saison. Donc voilà, toujours voilà, c'est mon analyse. En dents de scie comme la saison dernière, c'est pas important donc on joue pas à fond. Là ça devient important parce qu'on va chercher pour gagner. Et là il y a les meilleurs avec soi, du coup on y va. Voilà, c'est l'analyse que j'ai de Di Maria pour ce match. Salut John, tu sais si Philippe Luis va signer ou pas? Non, franchement, je suis pas. Ça a l'air sérieux. Voilà, on va faire une parenthèse. On va en discuter. On va faire une parenthèse mercato. On finit tout simplement sur le débrief du match. Et puis après, on part sur le mercato évidemment. Je vais vous demander d'ailleurs votre top flop. Si vous avez un top flop, donnez-moi votre top flop. Moi, je vous dirai le mien. Et comme ça, on discutera là-dessus. Et après, on part sur le mercato. Je vais reprendre la lecture un petit peu en attendant que vous me donnez votre top flop. Pour Corentin, hier mi-temps mauvaise, pas toute l'équipe. Attendez, hop, c'est difficile parce que ça défile. Comme toute l'équipe d'ailleurs, et en deuxième mi-temps, il se réveille un peu, mais toujours trop perso. Voilà, ok. Pour Lorenzo, salut John, selon le RMC. Phil Louis, on va discuter un petit peu après. Soufiane Di Maria peut être pas mal en super sub pour cette saison, mais faut le vendre. Ok. Salut Guigui de Discord. Draxler, salut John, tu sais si Philippe Louis... Alors les questions sur le mercato on verra après. Neymar Mbappé, quel duo pour Jordi? C'est clair, un gros duo. Di Maria, juste le minimum syndical, c'est dommage pour Boubacar. Dylan Di Maria a besoin d'espace. Voilà, il a besoin d'espace certes, maintenant il faut les créer aussi les espaces. Allez, je reviens vers vous. Ça y est, les top flops. Alors pour Antoine, le flop c'est Nkunku, Bernard et Dagba. Top Buffon, Mbappé. Flop Rabiot pour Gus, Rémi. Top Mbappé, Buffon et Tourelle. Ouais, c'est pas mal. J'aime bien, ouais. Mbappé, Buffon et Tourelle, très très bon top. Ce serait le mien aussi, ouais. Ce serait le mien.
Mbappé, Neymar et Buffon pour Dylan. Pour les tops. Ouais, pour les flops, Dagba, Di Maria, Rabiot. Bah moi j'aurais dit la même chose. J'aurais dit la même chose que Mathias. Dagba pour la petite la petite bourde qu'il a fait. Ça lui donnera de l'expérience pour les prochains matchs. C'est très bien qu'il les fasse sur des matchs comme ça plutôt qu'il les fasse sur un match où on le met titulaire pour un match contre l'OM ou un match en Coupe d'Europe, en Ligue des Champions. Voilà, c'est vaut mieux qu'il les fasse et qu'il apprenne sur ce genre de sortie là. Je suis plutôt d'accord, ouais. Je suis plutôt d'accord avec vous dans l'ensemble. Les noms qui ressortent le plus, évidemment, c'est d'après ce que je lis, c'est Mbappé, évidemment, Buffon en deuxième et Neymar en troisième. C'est les noms qui sortent le plus. Et pour les flops, les noms qui sortent les plus, c'est Dagba, c'est Meunier et c'est Rabiot aussi. Voilà, c'est en général c'est ceux-là. Bernard aussi. Donc ouais, non, vous êtes dans le bon. Dans le bon wagon, hein, puisque vous êtes à peu près tous d'accord. Voilà. Donc pour les tops et les flops, ouais, vous êtes top. Silva aussi. Ah tiens, je vois Paolo Silva qui dit que Silva était top. C'est vrai que Silva était très très bon, très bon. D'ailleurs Marquinhos, il a pas été, je l'ai pas trouvé transcendant non plus. Marquinhos, Kimpembe, on attend son retour évidemment. On va voir si cette année il va nous faire une grosse saison puisqu'on attend beaucoup de lui. On attend qu'il explose et donc forcément ça va être sa saison. On va voir s'il va pouvoir tirer épingle du jeu. Voilà, donc ça c'était la petite page débrief. On va partir sur le mercato pour finir, évidemment, puisque je pense que vous voulez qu'on discute un petit peu des dernières tendances, des dernières nouvelles, de ce qui se dit, ce qui se dit pas. Bon, on va voir, on va en discuter un petit peu ensemble. Donc là, si vous avez des questions sur le mercato, allez-y, n'hésitez pas. Je tiens à préciser, n'oubliez pas d'aller suivre la chaîne YouTube. Vous avez, c'est le même nom, Gilet Team Paris. Vous allez la suivre, vous vous abonnez, mettez la petite clochette, je mettrai du contenu dessus exclusivement pour YouTube. Ça met un peu de temps parce que j'essaye de travailler sur un concept et un truc qui sorte un peu de l'ordinaire. Donc ça se fait pas comme ça. Donc, mais vous inquiétez pas, ceux de YouTube, je ne vous oublie pas, il y a du contenu qui va arriver. On va faire ça correctement, il n'y a pas de souci. Et puis n'oubliez pas de venir sur le Discord. J'ai fait un post où il y a l'adresse de Discord. Rejoignez-nous, on est énormément nombreux dans ce Discord. On rigole beaucoup. Je parle beaucoup aussi avec vous. Je viens souvent sur le Discord, on discute ensemble. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en direct. Il y a tout le monde qui est là, c'est très bon enfant, c'est très parisien, c'est même trop parisien par moment. Mais voilà, si vous voulez discuter avec des supporters parisiens qui aiment débattre et tout ça, il y a mon chaîne Discord avec l'adresse, allez-y. Et puis n'hésitez pas à aller vous mettre dessus, vous allez sur ma page, c'est sur celui qui est épinglé, vous regardez, il y a tout le descriptif pour pouvoir vous inscrire dessus, c'est très rapide, ça prend 3 minutes. Vous rentrez l'adresse, vous la copiez, la collez, vous mettez rejoindre groupe et vous nous rejoignez, puis on discute tous ensemble et c'est super sympa. Donc on va parler du mercato et on va repartir sur l'idée du mercato tout de suite après, après une petite intro. Tiens, c'est sympa. Allez, on est reparti pour le mercato. Donc mercato, comme vous avez pu voir, on a officialisé Buffon donc depuis un moment, ça c'est fait. Le choix, peu importe qu'il soit contesté ou contestable, il est fait, il est bon. Il le prouve sur le terrain. Maintenant, on va voir la gestion. Là, maintenant, ce qu'il va falloir regarder, ça va être la gestion de Tourelle sur les gardiens, qui, Areola, Trapp. Je sais que le club souhaiterait se séparer de Trapp, mais Trapp ne veut absolument pas quitter le Paris Saint-Germain. C'est ce qui pose un petit peu souci. Faut voir, faut attendre de voir si ça va bouger un petit peu après. On verra. Là, pour l'instant, on est plus parti pour garder nos trois gardiens. Areola restera, je vous l'ai dit en début ou juste à l'officialisation de Buffon, souvenez-vous, je vous avais certifié que Areola resterait parisien cet été, enfin l'été prochain, enfin l'année prochaine. C'est le cas, il va prolonger. Voilà, je vous avais donné l'info, ça se confirme. Aujourd'hui, maintenant, on se retrouve avec 3 gardiens, avec Trapp en 3e gardien. Ça me dérange un peu, moi personnellement, c'est le choix qui me dérange un peu parce que c'est bien d'avoir un autre Titi, qui sort du centre de formation, pas comme un Cibois par exemple, qui vienne en tant que 3e gardien, commencer à prendre de l'expérience, à s'entraîner avec les pros et tout. Donc, c'est dommage, c'est vraiment dommage. Si on garde cette 3e place pour Trapp, c'est un peu dommage. C'est
C'est du gâchis, voilà, c'est du gâchis. Après, bon, bah, on verra si s'ils arrivent à le placer sur le mercato. Il reste une dizaine de jours, là, on est le combien? On est le 19. Il nous reste 13 jours, 12 jours, ouais, 12 jours à peu près. Donc 12 jours, il peut se passer beaucoup de choses, il va y avoir des prêts. On verra, ça va. Dites-vous une chose, c'est que le mercato, il va pas bouger là. Là, ça va être la semaine, la semaine décisive sur les négociations. Elle va commencer la semaine prochaine. On va peut-être pas avoir forcément beaucoup d'informations qui vont. Ça va, voilà, ça travaille beaucoup en sous-marin, on le sait. Le Paris Saint-Germain nous le prouve à chaque officialisation. Faut attendre, semaine décisive. Et ça va être sur les derniers jours du mercato, les 2-3 derniers jours où ça risque d'accélérer. Donc voilà, faut prendre son mal en patience. Je sais que beaucoup vous êtes impatients. Alors ça parle tout le temps. Par exemple, on va prendre le dossier Kanté. Pour le dossier Kanté, il n'y a personne qui en parle en termes de médias. Je suis peut-être le seul à le dire, que ça travaille sur ce dossier-là, que c'est la priorité de Doha, que c'est la priorité de Nasser, qu'en ce moment, les partis Paris Saint-Germain et clan Kanté sont déjà d'accord. C'est une négociation entre le Paris Saint-Germain et Chelsea. L'accord n'a pas encore été trouvé. Chelsea demande énormément, beaucoup de conditions. Le Paris Saint-Germain ne veut pas accepter toutes les conditions. Chelsea sait que s'ils doivent se séparer de Kanté, le Paris Saint-Germain sera prêt à mettre le prix. Donc ils ne veulent pas bouger d'une oreille sur la négociation. C'est pour ça que c'est long. Et c'est pour ça que ça risque de se jouer en fin de mercato, toute fin de mercato. Donc maintenant, on entend beaucoup qui disent oui, non, c'est mort, c'est mort. Ils ont peut-être raison. Peut-être que moi je fais fausse route. Peut-être qu'on m'a pas donné l'info encore que comme quoi c'était vraiment définitivement mort, mais il y a encore quelques jours, on me confirmait encore cette info-là. Donc je suis désolé, même si il y en a qui me prennent pour un fou, bah, je confirme toujours mon info. Voilà. Et puis si je me plante, bah, je me plante. Voilà, ce sera pas la première, ce sera peut-être pas la dernière non plus. Mais en attendant, qui sait aujourd'hui en termes de médias qui a eu tout bon? Personne. Donc voilà, moi je prends les infos, je vous les donne. On verra. On l'a vu le résultat pour Sandro quand tout le monde a annoncé qu'il y allait avoir des négociations, qu'il y allait avoir des offres de contrat, des offres à la Juve encore il y a quelques semaines. Moi je vous disais pendant ce temps-là, non, Sandro ne viendra pas. Même pour Bonucci et Boateng, quand tout le monde parlait de négociations, de ci, de ça, je vous ai dit qu'il ne viendrait pas. Et résultat, Boateng ne vient pas. Voilà, c'est Bonucci non plus, ne vient pas. Voilà, c'est comme ça. Le Paris Saint-Germain a des objectifs, a des priorités sur ce mercato-là. Il voulait absolument un défenseur central polyvalent qui soit capable de jouer sur les côtés. Ils ont été dénichés Kehrer en sous-marin le plus total. Aucun média, que ce soit allemand, que ce soit français, que ce soit toute presse étrangère, personne n'était au courant de ce transfert-là. Pareil pour le cas de Buffon. Souvenez-vous, Buffon, on était tous sur du Oblak, sur du Alisson, sur du Donnarumma, on était sur du Courtois. Souvenez-vous, on en parlait pendant des mois. Et au final, on nous sort Buffon. Et Buffon, on l'a su quand? La presse italienne l'a sorti une semaine et quelques après que tout était quasiment bouclé avec le Paris Saint-Germain. Enfin, une semaine avant, voilà. Bah, comme Kehrer, sauf que Kehrer, c'est Schalke 04 qui a vendu la mèche. Donc ça résume bien que le Paris Saint-Germain a adopté une nouvelle façon de négocier son mercato, c'est-à-dire de donner aussi des informations pas forcément vraies à la presse, volontairement, par le biais d'intendants sûrement, ou d'autres, ou de sources tout simplement, pour beaucoup de médias, et derrière de relayer ce genre d'infos-là qui va leur permettre de travailler tranquillement en sous-marin sur un autre dossier. Et c'est étonnant quand même, on n'entend pas beaucoup parler de Kanté, et moi je pense qu'il y a quelque chose qui se trame pour ce dossier-là. En tout cas, il reste plus grand-chose à attendre. Soyez patients, attendons. Voilà, on a vu qu'il y a eu une sortie encore médiatique de Hazard pour que Kanté reste, en disant beaucoup de choses de bien vis-à-vis de Kanté. Bah écoutez, moi j'ai envie de dire, quand il n'y a pas de contact, que c'est mort, que Kanté sera londonien la saison prochaine, quand tout se passe bien, ce genre de sortie-là n'est pas forcément nécessaire. En général, ce genre de sortie-là, quand les joueurs font appel à un joueur particulièrement, eh ben, c'est qu'il y a quelque chose qui se trame. C'est pareil, l'offre de prolongation. On fait une offre de prolongation, on fait pas une offre de prolongation quand le joueur veut rester. On fait pas une offre de prolongation pour augmenter le salaire alors que le joueur dit vouloir rester. À ce jour, il n'a rien dit. À ce jour, il ne s'est pas manifesté auprès des médias. Il n'a jamais dit « je reste ». Souvenez-vous en décembre dernier, décembre-janvier, quand la rumeur commençait à gonfler de Kanté au Paris Saint-Germain,
Kanté, il a éteint tout de suite la rumeur en allant devant la presse et en parlant au micro et en disant « Je suis à Londres, je suis à Chelsea, je vais rester ». Là, il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Donc, vous voyez, il y a plein de petits paramètres qu'il faut prendre en compte. Pareil, les sorties médiatiques de Cavani. Cavani qui fait une lettre d'amour à Kanté, avant la Coupe du Monde. On a eu Verratti qui s'est manifesté sur Kanté. On a eu Mbappé aussi qui nous a même expliqué qu'il a mis des petits morceaux de papier dans les poches de Kanté pour qu'il les lise après la Coupe du Monde. Vous voyez, c'est plein de petits détails. Alors, ça fait pas non plus un transfert, tout ça. Mais c'est des choses qu'il faut peut-être prendre en considération. C'est une simple analyse des faits actuels, tout simplement. Maintenant, c'est vrai que c'est plus facile aujourd'hui, à 12 jours du mercato, sur un transfert qui doit coûter au moins 130 à 150 millions d'euros. À 12 jours, c'est plus facile de dire il viendra pas, c'est mort. Il y a plus de chances d'aller dans ce sens-là que dans le sens qui viennent. Mais vous savez, avec le Paris Saint-Germain, on a été habitué à plein de belles choses comme ça, qui arrivent comme ça sans qu'on s'en aperçoive. Comme un Mbappé qui signe un 31 août en 2017, après la signature d'un certain Neymar à 222 millions. Voilà, donc c'est pour ça que je vais vous dire, il faut attendre, on verra. Si ça vient, tant mieux. Et on sera tous en train d'aimer le Paris Saint-Germain encore plus pour ce qu'il nous offre, parce que c'est quand même des beaux cadeaux pour nous supporters que de nous ramener les meilleurs joueurs du monde. Et la dernière sortie de Tourelle, mine de rien, qui fait une sorte de petit lapsus, où il explique qu'il a besoin de joueurs dans son effectif pour le mercato, et qu'il a besoin de joueurs de classe mondiale. Voilà, joueurs de classe mondiale, ce mot-là, c'est assez révélateur. C'est pas un Guerreiro qui va faire... c'est pas un joueur de classe mondiale. Alors on aurait pu dire Boateng, pour certains Boateng c'est un joueur de classe mondiale peut-être il y a 2 ans, aujourd'hui c'est plus trop le cas. Donc voilà, un joueur de classe mondiale. À Mbappé c'est un joueur de classe mondiale, Neymar c'est un joueur de classe mondiale, Hazard c'est un joueur de classe mondiale, Kanté c'est un joueur de classe mondiale. Voilà, ça c'est ce que je vois. Voilà, allez, je reviens sur vous, j'ai fait un bon petit monologue pour vous expliquer pour le cas Kanté. Alors qu'est-ce que vous m'avez dit de beau? Enrique, il bosse trop en Soum Soum, c'est un génie. Ouais Vincent, je suis d'accord avec toi. Rester à l'OM, ouais, ce serait pas mal. N'Golo Kanté, la. Marquisio fake, non, pas forcément fake. Hein. Ça peut être une roue de secours, voilà, comme Boateng était une roue de secours, et qui n'a pas été activée. Bah peut-être que ce joueur-là est une roue de secours au cas où. Je trouve bizarre, Chelsea n'a pas officialisé la prolongation de Kanté. Bah non, parce qu'il n'y a peut-être pas de prolongation de signer pour l'instant. Et même malgré ce que beaucoup ont dit, il n'y a peut-être pas de prolongation qui ont été signées. C'est comme l'histoire de Neymar l'année dernière avec le Sekeda. C'est pareil, ça peut jouer aussi. Ni le club pour sa prolongation, rien d'officiel. Exactement. Il n'y a pas de sortie, personne se manifeste réellement. Il y a Sarri qui exprime qu'il veut pas perdre Kanté, qu'il en a besoin. Mais quel entraîneur aujourd'hui dirait ça me gêne pas de laisser partir Kanté par exemple. Déjà il annoncerait que le club est en négociation pour un transfert, donc déjà ce serait pas bon pour les négociations. Et puis derrière, en plus de ça, faudrait être fou pour qu'un entraîneur dise Kanté non mais il peut partir, ça me gêne pas. Bien sûr qu'il va dire qu'il veut rester, qu'il reste. C'est normal, n'importe quel entraîneur ferait ça. Bah Romain, si je parle trop, je suis désolé, vous voyez, tu vois, c'est un monologue un petit peu, puisque ça s'appelle un live. Donc je lis, je réponds, je donne mon avis et tout, c'est un peu le principe. On n'est pas au téléphone, donc je peux pas faire question-réponse. Évidemment, il n'y a que moi qui suis comme interlocuteur réellement. Voilà, désolé Romain. Pourquoi pas Pogba? Pogba a été proposé au Paris Saint-Germain, mais le Paris Saint-Germain n'a pas donné suite. Et ça, c'était tout au début du mercato. Canal Plus l'a dit ce week-end, le PSG est obnubilé par Kanté. Ah bah voilà, voilà, après Canal Plus c'est pas non plus la source la plus fiable. Hein. Mais bon. Philippe Louis, qu'est-ce que j'en pense? Bah Philippe Louis, ce serait pas mal. Ouais, ce serait pas mal. Honnêtement, après je préférerais Guerreiro personnellement, parce que je sais que c'est Guerreiro qui est vraiment le joueur ciblé. Après peut-être que Philippe Louis c'est pour au cas où. Voilà, en deuxième couteau peut-être. C'est possible, un peu comme Marquinhos. Après, ces joueurs-là, je sais que c'est des joueurs qui ne se sont proposés. Hein. C'est plus eux qui ont envie de venir au Paris Saint-Germain que le Paris Saint-Germain qui a envie de les recruter. Leur priorité, ce ne sont pas ces noms-là. Mais ça peut être des possibilités si
s'il y a les offres sont pas énormes, tout simplement. Si, de toute façon, ils vont chercher à faire au moins cher hein, pour le poste de défenseur gauche, mais ils veulent pas non plus se faire enfler en prenant un joueur avec un prix dérisoire, mais un joueur qui ne soit pas capable de remonter le niveau du côté gauche, parce que faut savoir que c'est Kurzawa quand même à gauche, et que Kurzawa, il nous a pas montré encore beaucoup d'assurance. Peut-être que cette année, il en fera plus, peut-être qu'il en donnera plus. On verra. En attendant, il joue pas. Voilà, il est pas dans le groupe, il joue pas. Donc on peut pas savoir en fait réellement. Donc il faut quand même du solide sur ce côté-là. Philippe Luis, c'est du solide, c'est du très solide. Maintenant, je pense plus que ce serait Guerreiro. En tout cas, moi, sur mes échos à moi, on me parle de Guerreiro plus que de Philippe Luis ou d'autres. Donc on verra bien, on verra bien. J'ai même limite plus de certitude pour Kanté que pour Guerreiro, donc mais bon, voilà, après on verra. Le mercato, ça y est, c'est changeant, ça change tout le temps. Mais en tout cas, ces dossiers-là, ce sont pas des dossiers qui datent d'hier non plus. Voilà. C'est 20 fois plus fort, Philippe. Oui, non, mais je dis pas le contraire. Je dis juste que pour l'avenir, je pense que ce serait pas mal. Hein. Déjà, un Guerreiro, c'est aussi en termes de marketing. Il touche aussi la population portugaise, donc ça joue beaucoup aussi. Maintenant, après, Philippe Luis, c'est l'expérience, c'est de la solidité aussi. Donc, c'est vrai que sur le papier, ça donne bien. Moi, je serais, si je pouvais, je serais le Paris Saint-Germain. Bah, j'essayerais de mettre les deux. Voilà, de vendre Kurzawa et puis de mettre Philippe Luis et Guerreiro, que les deux puissent apprendre ensemble, jouer ensemble, voilà, sur ce poste. Ce serait pas mal, je trouverais ça très très bien, ce serait du gros renfort, voilà. Le dossier Rabiot. Alors le dossier Rabiot, c'est vrai que c'était compliqué parce que je vous l'ai dit, je vous ai donné un peu le fil conducteur de ce qui se passait avec Rabiot. Donc Rabiot qui a eu une offre, une proposition qui n'était pas ce qu'il souhaitait, ou du moins ce qui était ok à la base avec la direction. Nasser n'était pas sur le dossier, il laissait Enrique le gérer. Ça a mis du temps, le joueur ça l'a un petit peu gonflé. Premier rendez-vous, ça s'est mal passé. Il y a eu un deuxième rendez-vous quelques semaines après. Rendez-vous qui s'est pas forcément beaucoup mieux passé, mais Nasser lui a fait comprendre qu'il comptait sur lui. Le côté Tourelle aussi, il y a une grosse discussion avec Tourelle. Tourelle compte sur lui pour la saison prochaine. Il ne veut absolument pas le laisser partir. Le club ne veut pas entendre partir d'un départ, mais veut une prolongation obligatoirement. Donc c'est soit ça rentre au bras de fer, il peut y avoir des séquelles sur les prochains matchs. Maintenant, on peut se baser sur les matchs qu'on a actuellement. Actuellement, Rabiot est titulaire. Donc ça veut dire que le bras de fer n'est pas réellement entamé. Il faut prendre ça comme des informations aussi. Le fait, la gestion de l'effectif de Tourelle est aussi révélateur de l'actualité. Quand on voit que Rabiot a été titulaire quasiment tous les matchs et qu'il l'est encore, même si c'est parce qu'on a Verratti qui est pas là, voilà, il y a des joueurs qui ne sont pas forcément prêts. Il y a toujours des joueurs pour pouvoir remplacer Rabiot s'il faut remplacer Rabiot, surtout sur des matchs comme on a actuellement, Guingamp, on a eu Caen, tout ça, donc voilà. Là, s'il joue, c'est que le bras de fer n'est pas forcément entamé. Moi, sur les derniers échos qu'on m'a donné, c'est qu'une prolongation devrait intervenir sur la fin du mercato, mais il devrait vraiment véritablement rester. D'ailleurs, je vous ai fait un post où je vous ai mis Sekeda pour vous dire en gros, voilà, il va rester. En tout cas, le club ne compte pas le vendre, ne veut pas le vendre, et aujourd'hui, les clubs qui seraient intéressés par Rabiot ne veulent pas non plus dépenser des fortunes, et Rabiot, le club ne veut pas le vendre. Voilà, donc il n'y a rien qui est fait pour que ça se vende. Donc on a tout qui va être mis en place pour qu'il prolonge. Ça parlait apparemment d'un désaccord sur la longueur du contrat. Les émoluments, tout ça, c'est bon, c'est bouclé, c'est réglé. C'est sur la longueur. Le Paris Saint-Germain souhaiterait 5 ans, pendant que le joueur voudrait 3 ans. 3 ans, pourquoi? Que ça lui permette dans 2 ans de renégocier son contrat. Alors que dans 5 ans, ça veut dire que pendant 3 ans, il ne renégociera rien, quoi. Le Paris Saint-Germain ne sera pas ouvert à une renégociation. Ils seront tranquilles au niveau contractuel. Donc c'est aussi sur ça que ça joue. Faut pas penser qu'il veut jouer, il y en a beaucoup qui parlent de jouer sur 3 ans parce qu'il veut partir. C'est peut-être aussi pour avoir une possibilité effectivement de partir. Mais pas que, c'est aussi une possibilité de renégocier son contrat. Imaginons dans 2 ans, il arrive à réintégrer l'équipe de France, qui gagne la Coupe d'Europe, qui devient champion d'Europe, et qui devient un grand joueur du Paris Saint-Germain, titulaire indiscutable avec à côté de lui un Verratti, Kanté, tout ça.
peut-être qu'il vaudra plus que ce qu'il mérite aujourd'hui. Vous voyez, c'est aussi pour l'avenir, pour lui. Donc c'est la position du joueur. Voilà, comme ça vous avez la position de la direction qui, elle, souhaite garder et, on va dire, boucler dans sa petite prison d'or chaque joueur, comme ils font avec tous les joueurs. Et de l'autre côté, on a un joueur comme Rabiot qui ne veut pas forcément suivre ce même style de renégociation tous les 5 ans ou tous les 4 ans. Voilà, tout simplement. Donc, faut attendre. Maintenant, je pense qu'il va rester, oui. Allez, je reviens vers vous. Si vous avez des questions pour qu'on finisse sur ça, qu'on finisse justement sur le mercato. John paye le champagne quand Kanté vient au PSG. Franchement, je croise les doigts, hein. Je suis comme vous, hein. Je croise les doigts pour que ça se fasse parce que déjà, je le veux, ce joueur-là. C'est un élément qui... Enfin, c'est le joueur absolu qu'il nous faut au Paris Saint-Germain. C'est même l'élément indispensable qui nous manque aussi en termes de clé de jeu au niveau du milieu. Depuis qu'on a perdu Matuidi, souvenez-vous, on a besoin d'un joueur comme ça au milieu, qui soit capable aussi de diriger le milieu. Et Kanté pourrait être parfait dans ce rôle-là. Voilà, donc ce serait vraiment un mercato parfait. Pascal qui nous dit j'ai loupé quoi. Je vais remettre la rediff de toute façon sur YouTube. Tu pourras le regarder, il n'y a pas de souci. Des nouvelles de Wendell. Donc ça parle de Wendell. Moi j'ai pas trop de contact sur Wendell. Donc je ne pense pas. Je ne pense pas pour Wendell. Je ne pense pas qu'il viendrait. Maintenant on verra. On verra. J'ai pas d'infos concrètes. Sur ça, j'ai pas eu, on m'a pas dit, voilà, Wendell, c'est sûr, il viendra pas, comme ça a été le cas pour moi, pour Sandro, sur les infos que j'ai eu sur Santos, sur Boateng, sur tout ça. Là, on n'est pas venu me voir pour me dire, Wendell, c'est mort, donc pour l'instant, je peux rien dire. Neymar à Madrid l'été prochain, pour ça qu'il ne recrute pas. Venez sur Discord les mecs, vous aurez plus d'infos. Voilà, Matt Barré, il a raison. Venez sur le Discord si vous voulez des fois plus de détails, plus d'infos. Des fois on peut parler, avec d'autres médias. Il y a un autre média qui est sur mon Discord au nom de Paris Team, qui donne aussi des informations sur l'actualité. Donc n'hésitez pas à venir sur le Discord et parler avec nous en vocal, tout simplement. Donc voilà, je pense que... Alors Pavard, oui, c'est mort, parce que Nicolas, pour te répondre, Pavard, oui, c'est mort. C'était lui l'objectif numéro 1, justement, sur ce poste de défenseur central capable d'être polyvalent et de jouer sur tous les fronts. Sauf que Stuttgart n'a pas voulu ouvrir les négociations avec le Paris Saint-Germain, c'est ce que je vous disais depuis le début, c'est que lui, c'était la priorité, mais que malheureusement, il n'y a pas eu de négociation entamée. Et ils ont pris un joueur qui est un peu son équivalent, hein, un joueur alors qui n'a pas gagné la Coupe du Monde certes, mais qui est jeune, qui est polyvalent, qui joue gauche, droite, au milieu, même milieu défensif. Donc il a tous les rôles. C'est un recrutement très intelligent. Beaucoup parlent du prix, mais peut-être que le prix ne signifie pas grand-chose. Même s'il a qu'un an de contrat, on a acheté un joueur qui est capable de dépanner sur tous les fronts. Et s'il est bon sur tous les postes de défense, s'il est capable d'avoir un très bon niveau, ça peut beaucoup nous aider sur la saison prochaine, tout simplement. Salut à toi Hervé, comment vas-tu? Et on va finir sur Guedes. Donc Guedes c'est compliqué parce que évidemment Valence ils le veulent, mais ils veulent pas augmenter leur offre. Le Paris Saint-Germain ne veut pas le vendre à un prix dérisoire non plus. Ils essayent d'avoir plus de Valence. Le joueur veut aller à Valence absolument. Ce n'est pas à exclure qu'il ne soit pas forcément vendu maintenant et qu'il soit vendu cet hiver. Hein. N'oubliez pas que le mercato, quand ils prennent les ventes, les achats, tout ça, après, même s'il y a des gros transferts, le mercato d'hiver peut permettre aussi de rattraper par rapport au fair play financier. Donc il peut être vendu cet été comme il peut être vendu aussi cet hiver. Et attendre peut-être que des clubs anglais se manifestent dès cet hiver et le vendent à 50-60 millions comme ils souhaitent le vendre, puisque c'est le prix qu'ils ont besoin de le vendre. Ils veulent pas le vendre au rabais à 40 millions en 6 fois, en paiement en 6 fois, ça les intéresse pas. Eux, ce qu'ils veulent, c'est du cash tout de suite. Voilà. Donc il faut attendre. Voilà. Il faut attendre, faut voir. Ça peut se décanter, hein, ça peut bouger dans la prochaine semaine. Hein. Ça se trouve, il peut y avoir un accord qui va tomber. On va attendre pour ça, on verra. Voilà, allez, je vais finir sur vos questions et puis après on va s'arrêter là. Guedes, il me fatigue. C'est vrai, Tourelle a parlé à Khedira, t'en penses quoi? Pas d'infos, j'ai pas eu d'infos. Je peux pas vous confirmer. C'est possible, tout est possible, vous savez, c'est le mercato, ça bouge dans tous les sens. Mais Khedira, non, j'ai pas d'infos dessus, donc je préfère pas m'aventurer sur ce dossier-là. Si on vient m'en parler, je vous les donnerai les infos. En attendant... rien de voilà, j'ai rien sur Khedira, je suis pas au courant. Ouais, bravo à Lucas aussi qui a marqué un magnifique but aujourd'hui.
avec sa nouvelle équipe en Angleterre. Donc voilà, bravo à lui. Bravo à lui. Nicolas, accord PSG Montpellier pour Diaby, mais le bloc jusqu'au retour de blessure. Oui, c'est vrai que Diaby est en partance pour un prêt, donc faut voir. Oui, il s'entraîne normalement Guedes, mais il joue pas. Donc en attente de transfert aussi. Philippe Louis, comme j'ai dit, ce serait un bon choix. Maintenant, après, j'ai pas de confirmation sur lui. Est-ce que ça va être lui ou pas? On verra, on va attendre, on va voir. En tout cas, un défenseur gauche devrait véritablement bien arriver. Soit Philippe Louis, soit Guerreiro. Moi, c'est plus Guerreiro qu'on me parle. On me parle pas de Philippe Louis, on me parle de Guerreiro. Non, si c'est lui, l'autre, peu importe. Voilà, on verra. J'espère que ça va venir vite. Bah, de toute façon, il nous reste 12 jours. Comme d'habitude, comme je vous le dis, il nous reste que 12 jours. Ressé, il devait partir en Italie. Maintenant, je crois que le mercato italien est terminé. Je crois qu'on va se le coltiner encore sous les bras. Hein, donc, lui, c'est vraiment... c'est l'épine que nous ont laissé le temps et... Comment il s'appelle et Kluivert. Oh là là, ce joueur-là, Ressé... On aurait mieux fait de se casser une jambe plutôt que d'aller le recruter, celui-là. Ouais, Guillaume, je passerai un petit peu sur le Discord ce soir. D'ailleurs, si vous voulez qu'on discute, qu'on continue la fin du live, rejoignez-nous sur le Discord. On va discuter un petit peu sur Discord. Donc, n'oubliez pas, vous allez, si vous êtes nouveau, vous savez pas comment rejoindre le Discord, vous allez sur le petit épinglé de ma page. Il y a tout qui est marqué avec l'adresse. Vous nous rejoignez et venez discuter. Vous allez sur le chan supporter PSG et on discute entre nous. Voilà, on parle des dernières infos, dernières tendances. Voilà, c'est super sympa. Et n'oubliez pas d'aller vous inscrire évidemment sur ma chaîne YouTube. Sur ce, je vais vous laisser parce que là j'ai le soleil qui commence à rentrer, vous voyez, et que ça fait mauvais sur l'éclairage. Donc c'est pas grave, on va s'arrêter là. En attendant, merci d'avoir tous été là. Je vous souhaite une excellente soirée et puis on se retrouve pour le prochain live débrief et d'ici là peut-être un autre débrief, mais un live mercato si entre temps j'arrive à obtenir plus d'infos. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une bonne soirée et une bonne semaine. À ciao la famille.